Bonjour, ici Dominique pour le podcast Dans la tête. Aujourd'hui, nous allons voir l'opposition en général. On parle beaucoup des enfants en opposition, mais il y a l'opposition aussi quand on est adolescent, mais ça peut perdurer aussi à l'âge adulte. L'information que je vous donne vient d'un livre qui s'appelle L'opposition, ces enfants qui nous en font voir de toutes les couleurs. Mais ayant travaillé avec les adolescents et avec les adultes, tout ce qui se réfère à un enfant peut très bien se référer aussi à l'adolescence et à l'adulte. Ce qui fait que l'information est bonne quand même, puis on peut l'accoler à toutes sortes aussi de situations. Et après ça, c'est une question d'ouverture de soi vers essayer des choses. Puis comme ça va être expliqué quand même souvent dans le livre aussi, puis peu importe c'est quoi, c'est pas en l'essayant rien qu'une fois qu'on obtient des résultats. Hein, c'est en essayant, c'est en gardant une certaine constance. Fait que ce qui est important de savoir aussi, c'est l'opposition, c'est une phase normale, mais mais en fait, c'est une phase normale que l'enfant développe. Mais c'est aussi comme ça qu'il reçoit une forme d'attention lorsqu'il s'oppose que lorsqu'il se conforme. Dans les écoles, puis j'imagine que dans les CPE, c'est un peu ça, on apprend aux enfants et adolescents à se conformer aux règles, à se conformer à ce que l'adulte demande de l'enfant, de la personne. Ce qui fait que quand l'enfant se sent en premier lieu invalidé dans ses émotions et dans ce qu'il pense, puis vers la fin on verra les interventions un peu, mais il va développer une forme, oui, soit d'opposition très réactive ou une opposition introvertie interne. Ce qui peut mener justement à des comportements de non-communication ou de je fais ce que je veux, de toute façon j'ai pas à te partager rien, ou justement ça peut mener à beaucoup d'intériorisation, de stress, d'anxiété, de plaire à l'autre, ou tout simplement je reçois quelque chose de négatif, donc je ne développerai rien et je n'irai pas dans ton sens, puis je vais être tout seul dans mon coin. Là, je caricature, mais c'est tous des comportements qui existent. Il y en a qui vont fuir les situations, puis il y en a qui vont simplement s'opposer très ouvertement. Pourquoi on dit que c'est un comportement normal? C'est parce que à l'enfance et à l'adolescence, ça l'affirme son individualité. C'est sûr que plus l'enfant est jeune, ça va affirmer une sorte d'individualité vraiment différente de quand il est adolescent, jeune adulte ou adulte. L'adolescence, ça va être marqué beaucoup par l'individualité. Je veux devenir quelqu'un. Qui suis-je moi en tant que personne sans toutes les demandes de l'adulte. Mais c'est un peu la même chose aussi à la phase du non qu'on appelle l'espèce d'opposition qui veut que l'enfant découvre qu'il existe, en fait, en dehors de sa mère ou du parent. Donc, il apprend tranquillement, pas vite, à créer une forme de relation, une forme d'identité, une forme de « mon Dieu, j'existe ». Laisser faire les choses par lui-même lorsqu'il le demande. Laisser faire ses propres choix et prendre ses propres décisions, quitte à ce qu'il se plante. C'est sûr que plus l'enfant est jeune, plus on l'encadre, plus on décide à sa place. Puis c'est normal. Pour certaines affaires, on va le laisser faire tranquillement, pas vite, des choix judicieux, des faux choix, on peut appeler ça de même, mais sur des petits choix. Puis on va y apprendre à en faire. Mais il faut lui apprendre à faire des erreurs. Puis ça, c'est pas grave qu'il fasse des erreurs. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à faire des choix. Puis c'est comme ça qu'on apprend à devenir autonome, entre guillemets, là. C'est comme ça qu'on apprend à vivre les déceptions, les peurs, les tristesses, et etc. On apprend à vivre avec parce qu'on accompagne cette personne-là. Mais c'est comme ça aussi plus l'enfant vieillit, il arrive à 10-12 ans, plus on va lui laisser faire des choix, puis plus il arrive à 14 ans, 16 ans, on va lui laisser faire des choix.
Mais on va toujours garder un cadre autour, mais le cadre, il va s'agrandir un peu. Puis tu sais, quand il arrive à 18 ans, ben on il laisse encore faire des choix par lui-même, puis on les laisse se planter un peu tout en étant là. Et la même chose quand ils deviennent adultes. Parce que, ben, dans le fond, si on les encadre trop, puis qu'on les encadre constamment, ils n'apprennent pas à faire des choix. Ils n'apprennent pas à vivre des déceptions face aux choix déchirants qu'ils ont à faire des fois. Ils n'apprennent pas à être seuls avec eux-mêmes, à comprendre qu'on peut pas toujours tout avoir dans la vie. Là, je caricature encore une fois. Là. Il y a aussi une opposition, voir si elle est innée, des possibles problèmes, des difficultés neurodéveloppementaux qu'on verra au cours, ou acquises. Là, c'est durant les moments difficiles. L'opposition liée aux conflits familiaux aussi, qu'on va voir. La construction de l'identité par la figure d'identification lorsqu'un parent rabaisse l'autre, cela baisse l'image d'identification et peut créer de l'opposition. Ce que ça veut dire, c'est que l'enfant a l'adulte comme figure de « je m'identifie à toi », parce que c'est comme ça qu'au départ l'enfant apprend quelque chose, même l'adolescent aussi. Il va apprendre par ce qu'on appelle du mimétisme. Je vais faire comme l'adulte. De là la phrase que quand c'est « fais ce que je dis, pas ce que je fais », n'a aucune valeur. Parce que ce que l'enfant va comprendre de ça, c'est des incohérences. Parce que l'enfant et l'ado vont apprendre des gestes que tu fais. Un exemple bien banal, si un adulte demande à l'enfant de ne pas être sur son écran, mais que l'adulte lui-même est sur l'écran constamment, l'adolescent et même l'adulte ne comprendront rien. Si toi tu peux le faire, alors moi aussi je peux le faire. Si toi tu le fais pas, pourquoi moi je ne devrais pas le faire? Il ne comprendra pas parce qu'il va par imitation. L'adolescent fait à peu près pareil, puis même à l'âge adulte, on le fait quand même encore un peu. Ce qui fait que si, mettons, l'enfant voit que l'un des parents rabaisse l'autre, attaque l'autre, ou un autre membre de la famille, ou comment qu'il traite en relation des membres autour, il va comprendre que je viens de briser. Comment je peux, moi, c'est un peu de même qu'il va penser sans vraiment en être conscient parce que c'est un enfant, mais un adolescent va être capable un petit peu conscientiser ça. Il va y réfléchir sans y faire des bons sens ni des bons chemins dans sa tête, mais ça va quand même se dire un peu comment je peux m'identifier à toi si ce que tu fais c'est pas correct. Comment toi t'agis, j'aime pas ça puis je me sens pas bien, mais faut que je m'identifie avec toi, ça crée des déchirures, ça crée des incohérences, ça crée quelque chose. Donc, inévitablement, ça va créer de l'opposition à quelque part. Ça peut créer de l'opposition face aux parents, à l'adulte directement, ou face à d'autres adultes. Ce qui se passe à la maison a une répercussion à l'école, puis ce qui se passe à l'école a une répercussion à la maison. Les deux vont ensemble. Ça arrive quand même assez souvent. Donc, ça se peut qu'il n'y ait pas d'opposition à la maison, donc le parent va dire, moi chez nous ça va toujours bien, mais à l'école ça ira pas. Parce que l'enfant va avoir un conflit de loyauté, donc il va s'opposer au reste. Parce qu'il ne comprendra pas que ce qui se passe à la maison, ça se passe pas à l'école ou vice-versa. Donc, il va apprendre à interagir de la même façon que ses parents. Ça aussi, ça peut arriver. Si le besoin de sécurité n'est pas répondu, alors il sera normal que l'enfant ou l'ado s'oppose à l'école ou à d'autres situations car il n'est pas rendu à répondre à d'autres besoins. Parce que peu importe qu'on soit enfant, ado ou adulte, il arrive des situations où on rentre dans des nouvelles justement situations, des nouveaux patterns, des nouvelles affaires. C'est insécurisant, ça fait peur. Donc, on retourne un peu à « j'ai besoin de me sécuriser ». Donc, si l'émotion de base, le besoin de base de sécurité n'est pas répondu, là, je donne l'exemple, les apprentissages qui sont les besoins d'accomplissement de soi ne se feront pas. Pour un adolescent, si les besoins de sécurité ne seront pas répondus, probablement que respecter les autres ou respecter un cadre, respecter son employeur pour ceux qui ont des nouvelles, respecter des horaires de travail ou respecter des remises de travaux, avoir des bonnes notes,
ça va leur passer 10 pieds par-dessus la tête, là. La même chose pour un adulte, s'il n'est pas sécurisé dans un endroit, il sera pas, tu sais, il remplira pas les tâches, les attentes de l'employeur ou de l'entité, l'institution par laquelle il est s'il se sent pas en sécurité. La même affaire en relation amoureuse, là, ou en relation amitié ou en famille. Lors d'événements stressants, comme la séparation et l'intégration d'un nouveau partenaire. Ça, pour des enfants et des ados, c'est insécurisant, c'est nouveau, c'est pas le fun. Ça crée plein d'émotions en dedans, puis ça, on n'est pas là pour... Puis c'est normal que lors d'une séparation, le parent va avoir de la misère un peu à gérer l'enfant parce qu'il vit lui-même quelque chose, donc... Puis c'est normal. Mais il reste qu'il faut quand même accompagner l'enfant dans cette nouvelle situation qui est la séparation et surtout aussi la récomposition d'une famille. Tu sais, le changement d'école, le changement de ville, tout ça c'est très insécurisant. Ça peut créer des comportements d'opposition. Rien ne peut être fait si les parents sont ouvertement en guerre non plus. Fait que si le parent, là, j'ai vu ça souvent, là, les parents qui sont en guerre entre eux ou les parents qui sont en guerre avec l'école, ça... Si le parent est ouvertement opposé à l'école, l'enfant va vivre des incohérences. Il ne comprendra pas qu'à l'école, c'est pas ce que le parent dit, parce qu'il va s'identifier au parent. Mais là, il va vivre des réussites et des moments positifs à l'école, puis il ne saura pas comment les gérer, parce qu'il va avoir des incohérences, puis ça va être difficile pour lui de faire « Ah mon Dieu !» Parce qu'il n'est pas rendu à l'âge que ce qui se passe à la maison, ça se peut que ça soit différent. À l'adolescence, ils sont un peu plus capables de le faire, mais ils ont quand même besoin qu'on les accompagne parce qu'ils emmagasinent vraiment toute l'information. Donc, s'ils vivent des rejets et des non-réussites à l'école, ils vont se rattacher à ce que le parent a dit dans le passé ou encore. Donc, ils vont beaucoup plus s'identifier aux parents et s'opposer à l'école. Puis là, Puis même s'ils ont des bonnes relations avec certains adultes à l'école, ils vont quand même différencier l'école de l'adulte, là. Puis ils vont, en tout cas, vous comprenez un peu là, le principe, c'est que l'école, l'entité sera pas une bonne chose, mais il va y avoir un adulte dans l'école qui va être une bonne affaire, fait qu'il va il va apprendre à le différencier. Et c'est là que il peut apprendre à comprendre que, il va vivre des déceptions dans la vie puis des frustrations, mais ce n'est pas parce que ce qui se passe à la maison est différent de ce qui se passe à l'école, doit être pareil. Puis il va vivre des différences. Et la même chose pour ceux qui intègrent le marché du travail. Ce que tu as appris à l'école n'est pas toujours pareil à ce qu'on apprend au travail. Des fois, il y a bien des différences. Et ça crée des oppositions, des fois, tu sais. Pour pour les gens qui sont nouvellement sur le marché du travail, ils vont vivre des frustrations, ils vont s'opposer aux règles, parfois ils vont s'opposer à leurs propres employeurs, puis parce que c'est nouveau pour eux, fait qu'ils comprendront pas que... Puis là, si le parent ou d'autres mondes de l'entourage, quand ils sont des jeunes adultes, adolescents, ont des discours contre... puis ils extériorisent surtout les problématiques, ils vont se rattacher à ça, plutôt que à trouver une manière de changer les choses. Ils vont s'y opposer, en restant pareil. Les enfants et les ados expriment leurs émotions, puis leur colère, leur peur, par de l'opposition. Des fois et souvent, puis ça se répercute aussi chez l'adulte. Surtout quand on est un peu plus marginalisé ou qu'on s'est un petit peu plus sorti de la société, on va avoir tendance à beaucoup plus s'exprimer en opposition ouvert ou en fuyant. C'est la fuite par en avant souvent. L'opposition peut prendre sa place dans la fratrie. En fait, ce qui est important ici, c'est que quand on a plusieurs frères et sœurs, on peut s'opposer l'un à l'autre pour plusieurs raisons. C'est sûr que, en tant que parent adulte, il faut trouver la cause. Tu sais, l'enfant a le sentiment souvent d'injustice. Le blesse de deux manières. En fait, le sentiment d'injustice le blesse de deux manières. La première, c'est l'impression d'être privé d'un plaisir. Et le deuxième, c'est l'impression que l'adulte préfère un autre
Et c'est là qu'il est important d'accompagner la personne, l'enfant. Puis l'exemple, c'était, mettons qu'il y a un enfant qui va partir jouer chez un ami et le parent va aller au restaurant avec l'autre enfant. L'enfant qui est parti chez un ami ne comprendra pas nécessairement que c'est pas c'est pas parce que que le parent est parti au restaurant avec l'autre qu'on n'a pas le même amour, qu'on n'a pas le même intérêt, qu'on n'a pas Pourtant, toi, t'es parti chez un ami, fait que j'ai profité avec l'autre enfant d'avoir une relation. Ça, pas obligé d'avoir les deux, mais l'enfant, ça se peut qu'il voit une injustice quand même. Et la même chose pour les cadeaux de Noël, la même chose pour les... souvent, quand l'enfant est plus vieux, il n'aura pas les mêmes privilèges qu'un plus jeune, ou des fois, le dernier enfant a souvent plus de privilèges que le plus vieux. Fait qu'ils vont vivre des injustices, puis ils vont parfois vivre le fait que, tu m'aimes pas assez. Comme ici, l'aîné pense qu'il perd ses parents parce qu'il y a un autre enfant qui arrive, peut s'opposer pour garder l'attention. Utiliser l'aîné comme modèle. Les parents vont utiliser l'aîné comme modèle, fait que des fois, il peut s'opposer justement aux parents parce qu'il va recevoir plus d'attention comme ça. L'opposition de l'aîné peut contaminer les plus jeunes aussi. Le plus jeune envie des fois le plus vieux car il est plus avancé dans l'expérience de vie, peut s'opposer car croit que le niveau de l'aîné est inatteignable. J'en ai déjà vu des jeunes dans les écoles quand je travaillais au secondaire que le plus vieux avait... il était en secondaire 5 puis là l'autre est en secondaire 1. Je veux dire, on n'est pas rendu à la même place. T'en as un qui s'en va dans... Je donne un exemple comme ça, qui s'en allait dans une école à l'université. Il était rendu à l'université, mettons, mais il avait été dans la même école au programme football, puis là, il était rendu à l'université au programme football. Son petit frère, il était plusieurs, là, je pense qu'il était comme 6-7. Le plus jeune avait l'impression qu'il serait jamais capable d'atteindre ce niveau-là, parce que tous les autres l'atteignaient. Mais lui, était pas au même niveau encore. Il voyait l'importance que les parents accordaient à tout ça. Fait que lui se sentait complètement écrasé par cette réussite que lui pensait ne pas atteindre. Fait qu'il voulait, à ce moment-là, s'associer plus avec les gens qui portaient à pas respecter les règles, mettons, qui ne portaient à faire un peu ce que je veux comme je veux, parce qu'ils recevaient plus d'attention comme ça que par les réussites qu'il y avait, parce que les autres étaient rendus plus loin, donc plus d'attention parce que, tu sais, on s'entend, l'université, ça coûte cher. Celui qui était rendu au cégep, ça coûte cher aussi. Ils ont d'autres... tu sais, ils ont plein de responsabilités où il faut que les parents les accompagnent. Fait que des fois, le dernier, il est un peu laissé pour compte. Donc, c'est ça qui était arrivé. L'enfant du milieu n'a jamais eu l'exclusivité et ne garde... Puis quand il l'a, il la garde pas longtemps. Le rôle du dernier, s'il y en a un autre après. Dans le fond, si il y a un milieu, il va être le dernier pendant un bout de temps, fait qu'il va avoir l'exclusivité, mais à un moment donné, s'il y en a un autre enfant, il ne sera plus l'exclusivité, t'sais. Fait qu'il cherchera son identité et sera en opposition avec le plus jeune car il aura l'impression de se faire voler sa place. Le dernier peut s'opposer pour sortir du rôle de bébé de la famille. Ça arrive souvent. Les derniers sont traités comme des bébés de la famille. Fait qu'ils n'aiment pas ça. Ils cherchent à avoir autant de liberté que les autres. Fait qu'il va vouloir s'opposer et rejeter. L'enfant peut chercher l'attention par l'échec, par l'opposition. Ce qu'il faudrait faire dans ce cas-ci, c'est féliciter les enfants dans leurs forces et leurs efforts, parce que chaque enfant sera un peu différent. Il faut valoriser les comportements de partage, d'écoute, de travail d'équipe et d'entraide, etc. Puis donner des rôles positifs à chacun. Comme... Là, je peux pas donner d'exemple concret, mais mettons que le plus vieux, il va avoir telle responsabilité, fait qu'on lui donne un rôle positif, on l'encourage, il y a des forces, puis on fait la même chose avec le plus jeune ou avec tous les enfants. Maintenant, on tombe dans l'opposition chez l'enfant anxieux. La peur d'aujourd'hui, utiliser les mêmes... la peur d'aujourd'hui, elle utilise les mêmes mécanismes internes que la peur d'il y a des millions d'années. Ça n'a pas tant évolué. Puis,
parfois, dans le fond, ça peut être des exigences trop élevées. Si les exigences sont trop élevées, c'est plate, mais dans le cerveau, les mécanismes ça va être les mêmes mécanismes qui vont là je les nommerai pas, là c'est super scientifique tout ça, là, puis c'est pas le but, mais ils vont se déclencher pareil que si on avait un ours ou si on avait un réel gros danger. Il y a aussi juste le fait de savoir qu'on a un diagnostic, des fois ça aide des gens, mais des fois ça crée plus de peur que bon. Il y a des facteurs de protection qui viennent influencer si l'enfant, l'ado, va vivre les situations stressantes. Il y a une part de la... C'est ça là qu'on parle. Il y a une part de la génétique qui vient. Il y a une part de transfert intergénérationnel. Beaucoup de parents anxieux vont transférer des comportements et des émotions anxieux envers leur enfant. Même l'adulte à l'école ou l'adulte en CPE ou l'adulte au travail peut faire... ça peut influencer. On ajoute ici, comme j'avais parlé dans un autre podcast, l'hypersensibilité. Il ne faut pas en faire fi non plus. Il va y avoir des enfants plus sensibles que d'autres. Puis, dans le fond, il y a aussi que l'hypersensibilité, ça va rendre l'enfant plus anxieux, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir des interventions tant différentes non plus sur cet enfant-là que quelqu'un qui ne vit pas avec l'hypersensibilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant cherche à se protéger, à se sécuriser. Si l'adulte confronte cette recherche de sécurité, il y aura de l'opposition. Comme se replier dans sa rigidité ou éviter à tout prix ce qui fait vivre de l'anxiété. Les gens qui vivent avec l'anxiété aiment ce qu'ils peuvent prévoir, anticiper et qui soit prévisible. Donc, même si tout le monde autour sait que c'est une erreur, que c'est pas bon, que ça l'empire, si la personne c'est ça qu'elle connaît, c'est pour elle c'est prévisible. Elle peut l'anticiper, elle peut le prévoir. Et là, on peut donner des exemples de choses qui n'ont pas d'allure, des fois comme dans la violence conjugale. On se demande souvent pourquoi les personnes restent dans la relation ou pourquoi les personnes retournent dans les mêmes patterns. Ça peut être la même chose dans un emploi qu'on n'aime pas. On reste là pendant des années, ou on change d'emploi, mais on se retrouve dans la même situation. Les cercles d'amis, les mêmes comportements comme dans la dépendance, comme peu importe. Les gens, c'est ce qu'ils connaissent, c'est leur pattern. Pourquoi faire autrement? Je ne sais pas que ça va donner autre chose, donc je ne ferai pas autre chose. Je ne sais pas que ça va donner. Ça va faire vivre de la peur. Donc, ça peut créer de l'opposition si on les confronte trop rapidement ou trop fortement. L'opposition peut venir de l'imprévu ou de la nouveauté. Plus l'adulte confrontera, argumentera l'enfant ou l'ado ou l'adulte, plus l'enfant, l'ado ou l'adulte va se protéger, donc va s'opposer. L'enfant anxieux protestera contre l'école si l'école est source de stress. C'est quand même assez simple à comprendre. C'est pour ça qu'il est important de valider l'émotion du jeune sans nécessairement lui donner ce qu'il veut ou d'éviter à tout prix ce qu'il vit. C'est de l'accompagner, c'est d'accepter que c'est ça qu'il vit, sans argumenter sa logique. Parce que plus on va argumenter, plus il va s'opposer. Mais ça ne veut pas dire qu'on enlève le cadre ou qu'on le modifie absolument. Ça veut juste dire que l'enfant a besoin de se déposer face à des adultes sécurisants. Et c'est pour ça que souvent, il y a des enfants et des adultes qui vont faire des comportements qui ne devraient pas ou qui dérangent pour se faire sortir de la classe. Parce que pour l'enfant, dans sa tête, l'adulte qui est là n'est pas sécurisant. Je ne peux pas te faire confiance. Si je ne peux pas te faire confiance, je ne peux pas être assis ici. Et c'est là un peu l'effet pervers ou le double médaille quand il y a des TES ou des psychoèdes dans les écoles. Ils sont super, mais quand toute la relation est basée seulement sur eux, les enfants peuvent faire exprès de se faire sortir de classe pour être avec eux parce qu'eux sont sécurisants. Eux, ils m'écoutent, eux, ils me comprennent. Et pourtant, ils n'enlèvent pas les règles, ils font pas en sorte que le cadre n'est plus là. Ils font juste faire « je préfère être avec toi ». Avec toi, je me sens en sécurité et avec toi, je peux me développer. Avec toi, je peux comprendre les choses. C'est la même affaire pour l'adolescent ou pour l'adulte. C'est juste que l'adulte, c'est un peu plus touché qu'un enfant. Tu sais, l'enfant,
il exprimera pas nécessairement ouverte. Je me sens. L'ado va commencer à exprimer le toi je t'aime pas, toi je t'aime, moi je me sens bien avec toi, toi je t'aime pas pour telle raison. L'adulte va être capable de le faire, mais l'adulte peut être plus, dépendamment des milieux, peut être plus. Il va avoir ces stratégies d'adaptation, ces mécanismes de défense vont être un peu plus ancrés à l'âge adulte qu'à l'enfance. Ce qui fait que ça prend plus de temps avec l'adulte de défaire ces mécanismes-là en étant en relation avec eux. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que dans les institutions, ils vont faire, écoute, t'embarques pas dans notre moule, donc va-t'en. Ce qui fait que la personne se sent encore une fois plus invalidée, donc va se donner raison. J'avais raison, ils sont pas de confiance, je ne peux pas je dois seulement compter que sur moi, ou ils vont dire personne m'aime, là je ne les nommerai pas toutes, mais ce qu'ils ont commencé à penser à l'âge enfant, adolescent va se perpétuer à l'âge adulte, puis ils sont plus ancrés, fait qu'il est un peu plus touché de les défaire, ça prend plus de temps. Parce que c'est plus ancré. À l'adolescence, on peut le faire encore plus que quand ils sont adultes, mais les interventions, les façons d'être ne sont pas tant différentes d'une à l'autre. On va adapter notre langage, mais des fois, même avec des adultes, des fois on a le même langage qu'avec un adolescent là, sur des affaires. L'enfant anxieux à la base, l'enfant anxieux est toujours rempli. T'sais, quand il y a un vase toujours plein d'émotions, de toute situation, je recommence. L'enfant anxieux, à la base, il est toujours plein d'émotions. Il est toujours plein. Il est rempli à ras-bord. Pour toutes sortes de raisons, tu sais. Donc, toute situation nouvelle va lui faire vivre une nouvelle émotion. Mais s'il n'y a plus de place à vivre cette émotion-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il va se mettre en opposition, il va faire des crises peut-être aussi, ou ça va être plus intériorisé. C'est pour ça que l'enfant, l'ado et l'adulte ont besoin de se déposer dans les mains de quelqu'un de sécuritaire. Après ça, une fois que la relation est bien établie, qu'il s'est déposé, c'est d'apprendre l'adulte à redonner ce qui appartient à la personne, le vécu qui appartient à la personne à elle-même, pour qu'elle apprenne à vivre avec ça, qu'elle apprenne à se soutenir elle-même. C'est la même chose pour l'opposition, tu sais. Difficulté pour certains d'avoir l'impression de se faire prendre en défaut, car ils veulent respecter à la lettre ce qui est demandé, donc peuvent s'opposer. Dans le fond, ils veulent tellement pas se faire prendre en défaut qu'ils vont s'opposer assez rapidement. Moi, je connais quelqu'un quand même assez proche de moi qui respecte les règles à la lettre, que quand on en déroge un peu, cette personne, ça la met un petit peu... ça la fait réagir, donc elle trouve toutes les preuves possibles pour être sûre qu'elle ne soit pas prise en défaut. Que toi, tu le sois, c'est pas grave, mais moi, je le serai pas. Fait que ça crée une espèce d'opposition face à la nouveauté, face aux façons de faire différentes, face à quelque chose pour la sortir de sa zone de confort. Fait que ici, c'est ce qu'il faut un peu faire pour ça, c'est instaurer une période de relaxation, mettons, pour les enfants, entre l'école et la maison. Mais ça peut être entre le travail et la maison, comme dans le fait de travailler à la maison, il faut créer une coupure entre les deux. Mais c'est la même chose entre l'école et la maison, entre l'école et le travail, entre le travail et la maison, etc., entre des situations différentes. L'écoute est importante, et de la compréhension. La compréhension, c'est pas donner à l'autre ce qu'il veut nécessairement, mais c'est simplement de le comprendre. T'sais. Laisser et accepter ce que la personne a à vivre. Être présent. Des fois, juste être là, ça fait toute la différence. On n'a pas besoin de faire une action. Et ça, c'est bon pour absolument tout, là. Des fois, les gens ont juste besoin que l'autre soit là. J'ai besoin de me sentir écouté, me sentir exister dans les yeux de quelqu'un. Ce qui ne m'a pas arrivé souvent parce qu'automatiquement, on voulait me conformer ou que moi, je comprenne quelque chose, ce qui crée de l'opposition. L'exposition à les sources d'anxiété par petits pas. Ça, dans mon travail en ce moment, c'est ce que je dois faire beaucoup. Autre que les consultations privées, là, c'est que je dois faire beaucoup. Les personnes vivent beaucoup d'anxiété, beaucoup de deuil non résolu, et je dois faire en sorte que c'est une manière de parler, mais dans mon travail, il faut qu'on en arrive à ce que la personne
soit en contact avec ces sources d'anxiété-là, mais par petits pas, pour être sûr qu'on en arrive à atteindre les objectifs finaux qu'on a générés ensemble, ou par obligation un peu parce qu'ils ont un tribunal, ils ont un inspecteur, ils ont quelque chose, un épée de Damoclès qui leur pend sur la tête. Et surtout, créer de l'introspection sur nos propres comportements et émotions, nous, en tant qu'adultes. Parce que tout ce qu'on dit et ce qu'on fait va influencer l'autre personne. Et les gens anxieux ou en trauma, en TDAH, vont beaucoup voir ces incohérences-là et beaucoup les ressentir. Ils sont en hypervigilance, donc ils vont voir le moindre petit changement dans les visages des gens. Donc, dans les comportements, ils vont les ressentir. On tombe dans l'opposition neurologique. Là, on tombe dans justement tout ce qui est diagnostic un peu. Là. Les cerveaux se développent. Ce qu'il faut comprendre ici beaucoup, c'est que quand le cerveau commence à se développer par l'arrière, et plus on avance en âge, plus ça va aller vers l'avant. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau, à peu près vers l'âge de 25 ans, il a à peu près fini de se développer. Ce qui est vrai en grande partie. Il a fini de prendre son expansion, il a fini de prendre tout son développement, mais il continue quand même à se développer d'une autre façon. Les neurones, il va se débarrasser des neurones inutilisés pour faire de la place à d'autres connexions, à d'autres neurones, donc il peut se modifier. Il n'est plus en développement, mais il se modifie jusqu'à notre mort en général. Mais c'est pour ça que ici, quand on entre dans le TDAH, c'est qu'ici, il y a un retard dans le développement frontal. Ça prend plus de temps au cerveau à se développer, pour toutes sortes de raisons. On n'entrera pas nécessairement là-dedans pour le moment, mais ce qui est important de prendre en considération, c'est que ça prend du temps. Donc, il y a des difficultés de contrôle émotionnel, d'organisation. Il manque de filtres. On peut rajouter l'impulsivité ici. Pas tous. Il y en a qui plus ils sont jeunes, plus ils en ont, mais l'impulsivité n'est pas sur tous les jeunes qui ont un TDAH. Et ce n'est pas, on dit souvent TDAH, mais il y en a qui ont juste un TDA, hein, ils n'ont pas d'hyperactivité. Tout ça se peut. Mais reste que, tu sais, le H, on rajoute l'hyperactivité, les mouvements, le contrôle de rester. Et l'impulsivité, ce n'est pas non plus tous les enfants TDA, TDAH qui l'ont. Mais ils ont aussi quelque chose de... Tous les envies sont agies. Ils manquent de filtre un peu. T'sais. Ils vont dire ce qu'ils pensent tout de suite. Ils ont envie de quelque chose, ils vont le faire. Même si ils les connaissent, les règles, mais c'est plus fort qu'eux. Ils ont des difficultés à se projeter dans le temps. Et la gratification... Ils vivent dans l'instant présent. C'est la gratification immédiate. Fait qu'ils ne peuvent pas concevoir que demain, ils vont vivre une conséquence. C'est plus difficile pour eux. Puis c'est pas parce qu'ils ont manque de volonté, c'est vraiment la structure du cerveau qui est pas rendue là. Puis c'est plate, mais on va travailler beaucoup de choses, on va les encadrer, on va faire plein d'interventions pour... Mais c'est juste qu'il faut accepter que ça va prendre plus de temps qu'une autre personne. T'sais, pour eux, le passé, le futur, c'est flou. Ils sont souvent au moment de prendre une décision. C'est maintenant. Et ils n'utilisent pas les apprentissages. Plus ils sont jeunes, moins ils vont utiliser les apprentissages du passé puis anticiper le futur. À l'adolescence, ils apprennent un peu plus, mais sont encore un peu en retard face à justement les autres. Ils ont des difficultés à arrêter ce qu'ils ont à faire. Fait que quand on leur fait une demande, même si on leur dit dans 5 minutes, il faut que tu arrêtes ça se peut que dans 5 minutes, ils n'arrêtent pas. C'est pas qu'ils n'ont pas compris la consigne. La consigne est rentrée dans la tête, mais elle est ressortie. Parce que c'est trop loin pour eux. Ils comprennent pas le temps. T'sais. C'est pour ça que souvent, on utilise des sabliers, nous, on leur rappelle, maintenant, ça fait 5 minutes, même s'ils vont râler. Là. L'inattention, c'est ils vont oublier la demande, donc ne fais pas ce qui est demandé. L'opposition face à une trop grande montagne à gravir, c'est pareil pour l'adulte. Il y a trop de choses à faire ou ils ont trop de choses à rattraper, à reprendre. Ils vont s'écraser, ils vont s'y opposer. Puis des fois, ça peut être des oppositions passives, hein, juste rien faire, juste fuir, c'est de l'opposition quand même. Puis là, on peut rentrer ici, un autre neurologique, c'est le syndrome de Gilles de la Tourette, qui va s'accompagner en général d'anxiété.
T'sais, ils vont pas avoir nécessairement un diagnostic d'anxiété, mais le TDAH, le syndrome de Gilles de Tourette, ça va faire vivre l'anxiété. Parce que, veut pas, on voit bien qu'on pense pas pareil, qu'on voit pas les choses pareilles, qu'on vit pas les mêmes affaires, ce qui fait que, inévitablement, ça crée une différence, puis là, dans la différence, c'est plein de sources d'anxiété. Et de comportements qui sont aussi, pour les Gilles de Tourette, obsessionnels et compulsifs. Ce qui fait que ça va générer de l'opposition. Ça. L'opposition, maintenant, chez l'enfant roi. Bon, on dit qu'il y en a de plus en plus. C'est pas nécessairement vrai, mais oui, il y en a certains. Plus l'enfant est jeune, plus l'adulte décide pour lui. Ça, je l'ai dit souvent. Plus on avance en âge, comme vers l'adolescence, plus on prend en considération ce que l'enfant dit, sans le laisser faire ce qu'il veut. Ceci dans le but de créer l'autonomie, la confiance, etc. Les jeunes ont besoin de cadres, de limites, de conséquences, claires et en lien avec la situation. Enfant, il n'y a pas nécessairement de sens à donner, mais plus ils avancent en âge et plus ils auront besoin de sens pour comprendre le lien. Un enfant de 4 ans n'a pas nécessairement besoin de comprendre le lien entre un comportement et une conséquence. Mais quand il arrive à 8-10 ans et qu'il pose plein de questions, en général, on va commencer à donner du sens. Puis quand il arrive à 12-14 ans, ils veulent comprendre tout. À 16 ans aussi, il faut tout qu'ils comprennent. Sinon, pour eux, ça fait pas de sens. Ils vont vivre l'injustice. Ils vont créer de l'opposition. Ils ont besoin de comprendre les choses. Donc, c'est à nous d'expliquer le sens. Sans nécessairement toujours enlever le cadre quand il y en a un. Mais on peut le modifier plus ils vieillissent, tu sais. Mettre des limites en tant qu'adulte va faire en sorte de se faire respecter par l'enfant ou l'adolescent, puisqu'il saura que vous êtes assez solide, clair et sécurisant, comme j'ai dit tantôt. Si on cède à l'enfant trop rapidement, il comprendra que ses comportements d'opposition, de crise, lui donnent ce qu'il veut. Là, qu'est-ce qu'il va se dire? Si je crie assez fort et assez longtemps, je vais l'obtenir. Pour ça qu'il ne faut pas céder. Si on dit quelque chose, même si l'intervention c'est pas la meilleure, il faut quand même aller jusqu'au bout. Si on va pas jusqu'au bout, faut expliquer la raison du pourquoi, puis expliquer que c'est... Puis il faut expliquer à l'enfant qu'on s'est trompé, qu'on fait des erreurs, et aussi que ça peut être exceptionnel. La raison du pourquoi on n'a pas établi on n'a pas respecté ce qu'on a dit. Tu sais, c'est ça. Fait que j'aurai ce que je veux. Si l'adulte achète la paix, l'enfant enregistrera qu'il doit aller plus loin dans son comportement. Si cela ne fonctionne pas, fait que si, mettons, le parent commence à comprendre qu'il faut qu'il maintienne son idée, mais qu'il finit par céder au bout de 10 minutes, l'enfant comprendra qu'il faut qu'il crie pendant 10 minutes pour avoir... Là, je donne un exemple de crier, mais ça peut être autre chose. Crier pour obtenir ce qu'il veut. Si la prochaine fois, le parent est capable de toffer jusqu'à 15 minutes, puis qu'il cède, ben là, l'enfant va dire, ben il faut que je crie plus fort puis plus longtemps pour l'obtenir. Si, mettons, crier ne fonctionne pas, ça se peut qu'il se mette à briser des choses ou à taper dans le genou, ou à sacrer son camp quand ils sont à l'adolescence plus rapidement. Ils vont aller plus loin parce que si on a enregistré dans le passé que vous avez cédé, ils enregistrent dans leur tête que vous allez céder. Puis si vous le faites pas, ils vont s'arranger pour en arriver là. Fait qu'il faut pas. T'sais. Maintenant, on tombe dans l'opposition chez l'enfant doué. Bon, l'enfant présente des intérêts plus matures que ses pairs. Fait que ça va créer nécessairement un peu d'anxiété. Il a un vocabulaire des fois plus développé. Il peut se sentir rejeté. Il a une soif d'apprendre et d'être stimulé intellectuellement. Fait que s'il s'ennuie, il peut s'opposer. Il va comprendre rapidement les explications. Fait que si on leur répète plusieurs fois, ils vont s'opposer. Mais si ça prend trop de temps en classe, ils peuvent avoir des comportements qui sont, ben voyons, t'es intelligent, tu devrais avoir aimé ça. Non, si c'est trop lent pour lui, si ça le motive pas, s'il n'y a pas d'intérêt à l'intérieur de lui, s'il n'est pas challenging un peu, il va faire comme n'importe quel autre jeune qui s'ennuie. Il va trouver de l'attention autrement, il va pas venir à son cours, il va pas respecter les règles, parce qu'il s'ennuie, il trouve ça plate.
C'est pas la seule raison, mais ça en fait partie. Si ça trouve que c'est trop lent en classe. Bon, il y a des fortes valeurs de justice et d'égalité. Fait que s'il voit des incohérences, puis souvent il va les voir plus tôt que les autres, il va créer des remous, il va s'opposer. Il y a une mémoire pour comparer les différentes situations vécues. Fait qu'il va vivre des affaires, puis il va se rappeler plus rapidement que les autres et mieux que les autres ce qu'il a vécu dans le passé, justement, et voir les différentes choses qu'il a vécues, puis il va y voir les incohérences, puis il va les mettre en évidence, il va les dire, parce que ça n'a pas de sens, fait qu'il faut du sens pour eux, il faut qu'il y ait une logique. Puis il y a souvent une dysynchronie entre l'intellectuel et le social émotif et le motrice. Ici, ça veut dire que oui, ils ont une intelligence des fois plus sur le savoir, puis sur de la compréhension de quelque chose, sur des connaissances, ils en ont plus. Ils peuvent être bons dans quelque chose, mais ça ne sera pas en lien avec nécessairement le social, ni l'émotif. Tu sais, ça reste, mettons, un enfant, ça reste un enfant. C'est pas parce qu'il a plus de connaissances que ça veut dire qu'il est plus capable de gérer ses émotions. Ça veut pas dire qu'il a plus de connaissances que ça veut dire qu'il est capable de mieux régler les conflits ou être en relation avec les autres. Puis ça se peut que sa motricité fine ou globale soit pas développée non plus. Parce que les connaissances, la mémoire, la compréhension des choses n'est pas nécessairement à la même place dans le cerveau. Ce qui veut dire qu'ici, le cerveau s'est pas développé de la même façon. Il s'est développé plus rapidement sur une sphère que sur d'autres. Donc, l'enfant peut, ou l'adolescent, même l'adulte, peut confronter l'adulte avec ses propres contradictions. Fait que si je suis incohérent moi-même avec l'enfant ou la personne que j'aide, il va me les rappeler. Doit faire du sens, doit être logique, donne des explications. Il va vivre un malaise psycho-affectif et une impression d'injustice. Il a besoin d'extérioriser sa colère. Il faut qu'elle sorte, il faut que ses émotions soient exprimées. Il va se sentir souvent isolé pour sa différence, mais aussi se sentir rejeté et incompris. Tout ceci à l'école donne vie. Tout ce qu'il vit à l'école peut faire vivre de la colère, des crises de l'opposition à la maison. Fait qu'à l'école, il peut avoir un bon comportement, mais à la maison, il va tout vivre ça. Ça va tout sortir. Mais l'effet inverse est aussi vrai. L'enfant va s'opposer à l'adulte s'il pense que l'adulte ne veut que lui imposer sa vision, façon de faire, s'il veut juste le conformer. Il n'est pas capable, l'enfant doué, de se conformer. Ou il n'est pas obligé d'avoir un diagnostic de douance non plus, mais juste avoir des traits ou des facettes qui vont être un peu plus dans le sens, dans la logique. Si on essaie de le conformer, ça passera pas, ça marchera pas. On a besoin de nourrir sa curiosité et proposer des activités enrichissantes. Il a besoin d'argumenter des fois. Fait qu'on va y apprendre à bien expliquer le rationnel des consignes au moment où ils sont énoncés. On va aider à comprendre la logique des autres aussi, sans chercher à avoir raison. Fait qu'on va faire des petits débats un peu. On va essayer de faire en sorte qu'ils écoutent les autres, qu'ils expliquent la logique, sa propre logique, mais qu'aussi l'autre a sa propre logique. Donc, on va voir les différences, puis on va essayer d'y donner du sens. Pour toi, c'est ça, mais pour l'autre, c'est ça. On va reconnaître les forces. Ils ne fonctionnent pas comme les autres, et plus on va les forcer à être dans un moule, plus ils vont s'opposer. La même chose un peu avec l'hypersensibilité. Plus on va les forcer à être dans le moule, plus ils vont s'y opposer. Ne pas pénaliser pour une démarche qui est bonne, mais différente. Puis ça, à l'école, on est fort. Puis même à l'université, je l'ai vécu personnellement, mais je l'ai vu aussi de d'autres. Là. Si on fait pas comme le prof veut, on a des moins bonnes notes. Puis ça, je l'ai vécu, puis je vous donne un exemple bien concret. Là. Dans un de mes cours, j'avais eu 60%. Puis on a fait la correction en grand groupe d'un travail de session. Là, t'sais. Fait que Puis là, quand on a tout corrigé, j'ai comme dit, écoute, je comprends pas. À date, tout ce qu'on a revu, là, j'ai levé ma main devant tout le monde, puis j'ai dit, on a fait la correction en grand groupe de tout ce qu'il fallait faire, puis à date, tout ce que vous dites, vous m'avez mis bon, là. Sauf que j'ai 60%, fait que je comprends pas. Et de me répondre, t'as pas respecté ma méthodologie de travail.
Fait que je lui répète, je lui reflète en fait, ce que je comprends, c'est qu'au nom du cours qu'on a en ce moment, pour les côtés de compréhension et d'intervention, je comprends absolument tout. Là. Sur le terrain, j'aurais tout bon. Il me dit, bien oui, mais t'as pas respecté le guide de notre méthodologie de travail. Fait que tu m'as enlevé 40% parce que mon texte n'est pas écrit à la façon que toi tu veux, ma construction de phrase n'est pas faite exactement comme toi tu le voulais, et les mots que j'ai utilisés sont pas tout à fait les mêmes que toi tu voulais. Puis il me dit, oui, c'est ça, ça respecte pas le guide. J'ai fait, ok, mais c'est correct. Pour moi, j'ai 100%. Tu sais, il n'a pas respecté. C'est correct, je comprends la méthodologie de travail, mais pour moi, ça faisait pas de sens qu'on m'enlève 40% pour ça. Tu m'enlèves 10%, 15%, c'est correct, là. Je vis très bien avec ça. Il m'a enlevé 40%. Je me suis pas opposé à ça. J'étais contre. Mais moi, je suis pas à l'université pour comprendre comment on écrit un texte. On le fait au secondaire, au primaire, au cégep, mais plutôt pour enrichir ma pensée, en arriver à devenir, à comprendre quelque chose de plus, à être meilleur dans un domaine spécifique, à élargir ma pensée, à la rendre plus générale, plus globale, puis à être capable de faire des liens avec plein de choses. Puis là, on me dit, non, t'as pas compris comment écrire. Je suis comme, pour vrai. C'était la première fois que je vivais ça. La deuxième fois que j'ai vécu ça, la prof, elle mettait comme examen des situations qu'elle avait personnellement vécues en intervention, puis on avait des mises en situation à faire. Fait que là, il fallait prendre la théorie du cours et la mise en situation, puis appliquer, on était rendu où, puis telle affaire, là, je rentrerai pas dans les détails. Puis on est capable de faire une bonne analyse, puis quelle intervention on devrait utiliser à ce moment précis. Fait que pendant le travail, encore une fois, on suit sa méthodologie. Là, j'ai respecté ce qu'il fallait faire. Puis là, il y a quelque chose qui marche pas dans ce que tu viens de nommer, ta réponse à toi, puis la mise en situation que tu nous as donnée et la théorie. Selon la réponse que la prof a donnée, ça faisait pas sens avec ce qu'elle nous avait donné comme mise en situation parce qu'il n'y avait pas du tout les informations qu'elle avait. Elle avait vécu personnellement ça. On comprend là, que sur une mise en situation d'une page, tu peux pas mettre tout le contexte au complet. Sauf que dans notre travail à l'université, il faut faire le lien entre la théorie qu'on apprend et la mise en situation qu'il y a là. Pas ce que toi t'as vécu personnellement. Fait qu'elle avait des informations que personne n'avait dans la classe. Fait que tout le monde avait poché ce numéro-là. Fait que moi, je lève la main, j'explique, puis j'ai dit, selon la mise en situation que vous nous avez donnée, ça répond plutôt à ça dans la théorie et à ça. Et non à tout le reste. Parce que l'information que vous venez de nous donner, il n'est pas dans la mise en situation. Fait que personne n'a pu arriver à votre conclusion. Fait que je comprends pas pourquoi on a mauvais là-dessus, tu sais. Et de me dire, au final, que j'avais raison, mais qu'elle changera quand même pas ma note, mais qu'elle va retravailler ça pour les prochains. Qu'elle me donne pas ma note, moi, je m'en foutais. Je savais que j'avais raison. Fait que pour moi, j'avais la bonne note. Qu'elle change pas après ça, je m'en fous, tu sais. Je serais pas allé dans tout le protocole de changement de note pour ça, mais, tu sais, il y a d'autres petites situations que j'avais vécues à l'université puis je comprenais pas, tu sais, c'était comme, voyons, c'est pas ça, c'est pas censé être ça l'université pour moi, tu sais, mais ça tombait sous ce sens-là. Fait que les gens avec une intelligence, des fois, ils ont besoin qu'on leur donne du sens. Une intelligence, excusez-moi, c'est le mauvais terme, mais qui ont des compréhensions plus rapides, en fait, sur certaines affaires et qu'on voit mieux les incohérences, mettons. Puis ça nous fait vivre un peu de... Puis là aussi, ce qui est important, c'est que c'est nouveau un peu la douance. Il n'y a pas de consensus sur comment diagnostiquer. Il y a beaucoup d'études qui se font, mais ils sont encore en train de travailler sur... Comme le TDAH, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Il y a des consensus, tout le monde s'entend, c'est les mêmes affaires. La douance, pas encore tout à fait. On commence à appliquer, on commence à mettre ça un peu. Fait que c'est sûr que ici... des consultations en relation d'aide pour apprendre à vivre ces incohérences-là, l'injustice, la gestion des émotions, l'anxiété, puis tout ça va être une bonne chose parce que ces gens-là ont besoin d'apprendre à se connaître, ils ont besoin de faire des sens et des liens. Fait que s'il y a personne pour le faire,
ils vont vivre des frustrations. Fait que la consultation est bien indiquée. Là, on tombe dans les interventions. On va vite les passer parce que c'est quelque chose qui se répète quand même assez souvent à d'autres sphères. La première, c'est le temps de qualité et l'attention positive à donner. Vivre avec un enfant provoquant et opposant peut mener à se questionner sur nous-mêmes, se sentir coupable, même de douter de l'amour qu'on a pour lui. Et ça, je le vois souvent. Des parents qui ont des enfants difficiles quand ils sont à l'école. Dernièrement, j'ai eu l'information qu'il y a un enfant, tu sais, le parent a juste droppé l'enfant à l'école, puis il a fait « c'est à vous autres de vous en occuper puis de l'éduquer ». J'ai déjà entendu à la radio, là, pendant la pandémie, là, les places en service de garde, les places en CPE, qui disaient, tu sais, moi, j'avais comme envie d'avoir un 4e enfant, c'est quoi? C'est moi, il faut falloir qu'il l'éduque. Là, je comprends que le journalisme veut faire du sensationnalisme, mais on comprend ici que ça veut dire que si une personne pense ça, il y en a d'autres, là. Moi, je veux plus d'enfants, mais c'est pas à moi à m'en occuper, c'est à vous autres. J'ai un peu de malaise avec ça. Tu faut faire des choix dans la vie. Si t'as pas de place en CPE, ben c'est à toi de prendre congé. Tu peux pas prendre congé à ta job pour t'occuper de ton enfant, mais peut-être que c'est pas le temps d'en avoir un autre. Les circonstances ne font pas que tu peux en avoir un autre, tu sais. Parce qu'il en voulait un 4e. J'ai eu d'autres commentaires comme ça, puis tu sais, je veux dire, on l'a vu au secondaire. Moi, j'ai eu des parents qui m'appelaient pour me dire, je sais plus quoi faire avec. Pour vrai, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Puis surtout quand ils viennent à 16-17 ans, ils étaient adultes, là, on s'en fout. Quand ils ont 18 ans, sac ton camp, puis sois autonome, là, je m'occupe plus de toi. Fait que c'est sûr qu'il y a comme des... Sur nous-mêmes, on va se poser des questions. Mais c'est pas tout, tu sais, ça peut pas toujours reposer juste sur nous. Il y a une part de eux, il y a une part de nous, il y a une part de la société aussi. On n'est pas tout seul avec soi-même. Ce n'est pas que l'enfant le problème, ce n'est pas que l'adulte le problème, c'est le mixte de l'enfant, l'adulte autour de l'enfant et ce qui se passe autour, comme les règles de, tu sais, comment fonctionne une école, comment fonctionne un quartier, les règles gouvernementales, tout ça influence, puis vont s'inter-influencer finalement et amener à soit influencer positivement le développement de l'enfant ou de la famille de la personne ou l'influencer négativement. Donc, plus l'adulte évitera l'enfant et plus celui-ci cherchera à se rassurer. Il adoptera alors plus de comportements opposants. Utiliser des comportements pour avoir l'attention de l'adulte, passer du temps de qualité dans le moment positif. Si l'enfant sent qu'il peut briser la relation, il va faire attention. S'il a l'impression de n'avoir rien à perdre, il s'opposera. Et ça, on le voit énormément au secondaire, là. Ils se sont fait rejeter, ils se sont fait mettre de côté, ils se font dire que ils ont vécu bien des affaires qui font en sorte qu'ils conceptualisent, intériorisent dans leur tête que ben de toute façon, ça sert peu à rien, fait que je m'en fous. Et ça, je l'ai vu au régulier, mais je l'ai aussi vu en adaptation scolaire, là. Ils se font mettre en adaptation scolaire, les jeunes, puis ils font, ben, ma vie est finie. T'sais, ils se font mettre en adapt de l'adapt, puis c'est encore pire pour eux là, quand la société leur dit que c'est important d'avoir un diplôme de secondaire 5, un cégep, puis une université, puis faire de l'argent. Ils font comme, ben moi, j'y arriverai pas. Puis tu sais, il y a la pression des parents, parce que si mon enfant n'a réussi pas, ça veut dire que moi, j'ai pas réussi. Moi, j'ai pas fait mon travail comme du monde. Ce qui fait que c'est aussi confrontant pour l'école, que c'est confrontant pour l'enfant, que c'est confrontant pour l'adulte. Fait qu'on est tous un peu dans le même bateau. Pour ça, t'sais. On a tous besoin de se regarder soi-même et de donner du temps de qualité à des enfants. Pas juste ceux qui sont faciles, ni de juste donner à ceux qui sont difficiles. Des moments de plaisir, des conversations, de détente, pas juste des moments d'encadrement qu'il faut. Pas juste des moments d'intervention. Il faut donner du temps de qualité et de plaisir. On est constamment en train de rouler. Il faut plein de responsabilités. Puis on s'occupe de l'enfant juste pour manger, le loger, respecter des règles, puis être là des fois quand quelqu'un d'autre nous appelle pour lui. Mais non, ils ont besoin qu'on joue avec eux. Ils ont besoin qu'on les accompagne. Ils ont besoin qu'on fasse rien avec eux. Ils veulent de la relation. Les enfants, les adolescents et même les adultes
ce qui vont mémoriser le plus dans le cerveau, ce qui va rester le plus, c'est le temps de qualité que tu as passé avec. Pas la voiture que tu as, pas la maison que tu as, pas la job que tu as. Il y en a qui vont l'intérioriser parce qu'ils vont comprendre que la relation n'existe pas. Donc, si je veux me sentir bien, faut pas que je crée de relation. Ce qui est un peu faux, parce qu'il se sentira quand même pas bien. Ce qui fait qu'il va se rappeler des moments privilégiés, des moments positifs de ce qu'on leur a dit et fait avec eux. Construire l'identité et l'estime de l'enfant, ado ou adulte, il y a une identité qui est physique. La personne se regarde elle-même dans le miroir, il va aussi avoir le retour des autres de ce qu'il dit physiquement d'eux. Il y a une côté identité là-dessus, mais il y a un côté identité psychologique aussi, qui est beaucoup, plus on est jeune, plus c'est construit par l'adulte, puis plus on vieillit, plus c'est construit par nous-mêmes, mais par les autres aussi, parce qu'on vit. L'autre nous renvoie ce que nous disons. L'autre, ce que nous disons, va avoir un effet sur l'identité. Et comment nous le disons va avoir un effet aussi sur l'identité. Fait que c'est pour ça que les gens développent leur identité en étant en relation avec les autres. Puis c'est pour ça que j'ai toujours dit que les profs, la première chose que tu enseignes, ce n'est pas une matière, c'est une relation. Pas de relation, l'enfant ne va pas réussir, ou il ne se donnera pas, ou il va s'opposer. Les apprentissages ne se feront pas aussi facilement s'il n'a pas de relation. Il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin que l'adulte devant lui, avec lui, soit sécurisant, solide, qu'il soit une source qu'on peut. Sinon, ce que ça peut donner, c'est des gens qui ne développent pas de relation avec les autres. Ils vont s'y opposer, ils vont se détacher. Et après, on peut rentrer dans tout ce qui est le développement de l'attachement, là, mais ça sera pour une autre fois. Mais ils ont besoin de ça. Fait que comment on dit les choses, ce qu'on dit et comment on le dit, et de manière répétée. Fait que si on le répète constamment, ça va faire en sorte que ça va finir par s'enregistrer et s'intégrer. On peut donner un peu d'exemples. On peut dire que je suis tellement fier de toi, tu partages comme une championne avec ta petite sœur, tu es vraiment devenu un grand garçon, super serviable, tu nous aides souvent à desservir. Depuis quand écris-tu de si belles lettres? Wow, on dirait une écriture d'adulte. On n'est pas obligé de le dire, mais tu as une belle écriture, comme tu es belle avec cette robe. Ça, on est plus dans des affaires de base. Bon. Je suis content qu'on passe une journée ensemble aujourd'hui. J'aime beaucoup passer du temps tranquille. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du vélo ensemble. Ça me manque. Est-ce qu'on planifie une petite activité? Les enfants, donnez-moi de l'attention. Personne ne s'occupe de moi en ce moment. Surtout, n'oublie pas de venir me montrer ton dessin lorsque tu l'auras terminé ou ton travail. Fais-moi... C'est fou parce que déjà à 5 ans, tu te préoccupais des autres. De souligner les forces, là. De rappeler des moments qu'on a passés ensemble, de rappeler les... Là, c'est surtout des phrases pour les enfants, mais ça peut être des phrases pour les adultes aussi, les ados, à la place de dire... à la place de dire, t'es toujours en retard, hey, je suis content que tu sois venu, je suis content que tu sois là à l'heure, ça m'impressionne que, puis il faut doser aussi, Moi, j'ai des adultes qui sont pas habitués aux compliments, il faut faire attention à ce qu'on dit puis comment qu'on le dit. Il y a quelqu'un qui avait de la misère sur jeter ses propres déchets. Fait que là, il m'avait demandé de le faire à sa place. Puis là, c'est surtout ce qui est écrit son nom. Puis là, il a dit « Regarde ». Comme un enfant, là, ou un ado, « Regarde, je jette mon nom ». Puis là, j'ai dit « Bravo, il y en a une autre affaire ». Il a dit « Wow, c'est tout ce que je suis capable de faire là ». Puis j'ai dit « C'est correct, la prochaine fois, tu seras capable d'en faire plus ». Puis là, il jetait ses affaires, puis il avait l'air plus de se taper sa tête que d'autres choses. Fait que j'ai dit, mais non, mais pour vrai, je suis fier de toi que tu l'aies fait. Puis il m'a regardé avec incompréhension, genre comme, hey, pour vrai, t'en fais trop, là. Ça, il est pas habitué de recevoir ça. Et des fois, on complimente, puis comme une de mes collègues dit, il y a des complimardes. Mais ce n'est pas de la merde, c'est juste qu'on n'est pas habitué de complimenter les gens ou on n'est pas habitué de les recevoir. Fait qu'on les rejette. Fait que ça aussi, ça arrive. On revient à ce qui manque à l'enfant opposant, en fait, c'est le plaisir, c'est de l'amour, c'est de passer du temps avec. Il existe les systèmes de renforcement. Bon, ça fonctionne pas avec les anxieux obsédés par les règles. Ça fonctionne moins bien aussi avec les enfants qui vivent avec l'autisme. Pour faire ça, bon, y a pas,
On le met beaucoup maintenant, mais c'est quelque chose qu'il faut peu d'objectifs à la fois. On en met peu. Il faut que ça soit concret. Plus ils sont jeunes, plus c'est concret. Il faut que ça soit écrit de manière positive. Il faut que ça soit un outil visuel qu'il peut lui-même manipuler. On lui montre comment faire, puis après ça, il le fait par lui-même. Nous, on fait juste l'accompagner. Au départ, on commence avec des récompenses rapides dans le temps, puis à un moment donné, on finit par les espacer pour que ça devienne plus naturel, puis qu'il n'enregistre pas qu'ils fassent des comportements seulement pour recevoir quelque chose. Le but de tout ça, c'est de les faire vivre des fiertés. Après ça, il faut que ça devienne quelque chose où c'est plus naturel. Faut que ça soit des privilèges et non juste des bébelles. C'est pas juste donner des cochonneries ou des... Il faut que ça soit un privilège, un moment spécial. Faut trouver le bon levier qui va avec ça. Viser 80% de réussite. Ça dépend. Dans le sens que ça dépend de l'enfant. Où il est rendu dans son estime de lui-même, ses capacités aussi. Il faut, comme j'avais mis dans ma page internet, il y a comme une espèce de place où c'est juste le flow parfait. Si c'est trop dur à atteindre, il se donnera pas, il va se décourager. Mais si c'est trop facile, il va s'ennuyer puis il se donnera pas non plus. Puis là, c'est difficile pour vrai de trouver. On va faire beaucoup d'essais-erreurs. Ça va être difficile de trouver justement le flow, l'énergie qui fait que, OK, ça, il se développe en ce moment. C'est pour ça qu'on dit de viser à peu près le 80. Mais pour certains, on va commencer par 60 puis on va monter graduellement. Mais il ne faut pas aller jusqu'à 100%. On va y arriver un moment donné. Mais il ne faut pas viser ça très vite. Mais il ne faut pas miser juste 10%. Mais encore là, ça dépend de qui tu as devant toi ou avec toi. Il y en a qu'il faut viser 10 puis monter tranquillement. La technique des petits pas. Il faut que ça soit personnalisé. Il faut que le système de renforcement soit personnalisé puis que les défis, personnaliser les défis, les récompenses, faut que ça tienne dans le temps. Là. C'est long dans le temps, là, mais ça peut pas durer 10 ans, mais ça peut pas. C'est pas après un mois que on va avoir des réussites grandioses. Là. Ça va être sur plusieurs mois, même années. Mais logiquement, on va essayer de viser des défis différents. C'est pas normal qu'après 8 ans, ça soit le même défi. Ça veut dire que le système ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, c'est ça. Puis là, on vient au dernier point de celui-là, c'est le système dynamique. Il faut que ça change avec le temps un peu. Puis, plus l'enfant vieillit, plus on le travaille avec lui. Autre approche, couper l'argumentation. Bon. Parce que l'argumentation, c'est quelque chose qui va nourrir l'opposition, parce que ça maintient la relation en place. Faut couper l'intervention à un moment donné. On peut dire arrête seulement 2 fois, puis après ça, c'est terminé, on y répond plus. On peut compter 1, 2, 3, puis couper. Il va faire une crise, éviter d'y répondre, établir un temps au retrait. Bon. Si la personne fait une crise, le principe, c'est pas de céder non plus. Parce que la personne veut ton attention, veut l'attention, fait qu'elle va faire des crises si on y donne pas. Si on argumente tout le temps. Je donne comme exemple que maintenant, j'en avais un opposant, c'était un enfant de 10 ans, il était en 5e année, mais je l'ai vécu avec des ados aussi, puis des adultes. On a resté en silence pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, parce que j'avais essayé d'expliquer puis ça avait pas marché, j'avais essayé puis tout ce qu'ils voyaient c'était des ostinats. Fait qu'on avait resté en silence pendant 30 minutes. On ne se regardait pas le droit des yeux, là. J'y avais demandé au bout de 20 minutes, est-ce que tu es prêt à parler? Il m'avait dit non. Ou il m'avait argumenté encore. Fait que j'avais attendu. J'ai dit dans 5 minutes, je te le redemanderai. Au bout de 5 minutes, j'ai redemandé. Puis c'était pareil. Puis là, à peu près à 3 minutes après, il a fait bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Là, je suis prêt. Fait que c'est venu de lui-même. Par lui-même. Fait qu'on a été capable. Fait que j'ai dit aux autres personnes qui s'occupaient de lui, faut pas argumenter quand il fait couper la relation. Sans la couper, sans se foutre de la personne, mais coupez-la. La personne va revenir vers vous et ça avait fonctionné. Puis ça marche avec les ados aussi, tu sais. Fait que pour ça qu'il faut établir un temps de retrait aussi. Puis on revient. Puis s'il n'est pas disposé, on remet le même temps. Puis, il y a rétablir le lien. Ça, c'est le plus important. Une fois qu'on a coupé le lien, il faut le rétablir. Et il faut demander de faire ce qui a été demandé. Faire des retours. C'est le plus important. Si on ne fait pas de retour, si on ne remet pas notre demande à exécution, tout ce qui a été fait avant ne servait à rien. Il faut que ça soit... Quand on retrait la relation, il faut la rétablir et il faut remettre la même demande. Si une autre crise, ben on recommence du début. Maintenant, l'approche empathique,
En fait, l'approche empathique, on le fait avec tout le monde. C'est important. Important pour l'enfant, l'ado et l'adulte est de se sentir compris, entendu, exister dans son émotion, dans son vécu. Il faut investir du temps, c'est important. Des fois, on va investir beaucoup de temps au début, puis avec le temps, on y mettra plus autant d'énergie. Ce qui peut paraître contre-productif, mais ce ne l'est pas pantoute. Puis je pourrais, là je le ferai pas, mais je pourrais nommer d'innombrables situations que j'ai vécues qui a fait en sorte que quand on donne du temps, on investit du temps pour quelque chose, pour l'enfant, l'ado et l'adulte, on a des résultats qui perdurent dans le temps. Ce qui fait qu'on intervient moins. On est moins là, en train d'intervenir. Quand on fait que ça, intervenir, il n'y a rien qui change. L'enfant ne changera pas plus, l'ado non plus. Parce qu'on maintient cette dynamique, ce pattern-là. C'est respecter ce que l'on dit aussi. Si on met une punition qui n'a pas de sens, parce qu'on a été émotif, il faut le respecter. Pourquoi? Parce que même si c'est con, même si ça fait pas de sens, même si c'est pas très gentil, le fait de l'avoir maintenu va rendre une cohérence à l'enfant. Après ça, c'est d'être capable de faire un retour avec la personne. C'est sûr que plus ils sont jeunes, moins ils comprennent, mais quand c'est un adolescent, la fin du primaire ou un adulte, c'est d'être capable de dire « Hey, c'était pas... » Tu sais, de reconnaître notre erreur. C'était pas la meilleure intervention, c'était pas la meilleure conséquence, j'en conviens. Je voulais... Tu sais, d'être transparente, d'être franc, ça peut faire bien plus de situations gentilles que de problèmes. L'intervention punitive, elle est utile. Ça doit être en lien avec le comportement. Ça doit être proportionnel à la gravité. Ça doit être réaliste. Ça doit être utilisé à l'occasion, mais le plus proche du comportement inacceptable. Puis c'est être capable d'appliquer ce qu'on dit. C'est assez simple de même, mais il ne faut pas qu'on l'utilise tout le temps. C'est ce qui met un peu fin à ce podcast-ci et on se revoit pour un prochain.